a un monsieur habillé de noir. Il a un peu une tête de maître d'école quand même. Thelma et Sacha, 5 et 7 ans. Sur la photo, il y a un chien tout poilu. Il est mignon avec un petit nez tout noir et il est attrapé de la main de ma gauche. Et il y a une statue et le monsieur il a le coude sur l'épaule de la statue et la statue elle a perdu un bras et la statue elle est plus grande que le monsieur. Un homme. C'est une femme. C'est une femme. Elle est très jolie. On dirait qu'il est collé à la statue. C'est bizarre. Mais non, il est juste allongé comme ça. Sans un visage, un podcast Webistan et les ateliers Reza. Épisode 12, des courbes et du marbre, Asdin Alaya. Aujourd'hui, nous allons parler de Azzedine Alaya et la photo que j'ai faite pour une page spéciale dans Paris Match. Reza. Où des gens, pour différentes raisons, qu'ils avaient un renommé. Et donc c'était 2 pages, une page photographie à droite et après une page de texte, toujours par le même écrivain. Un jour, le directeur photo de Paris Match, Michel Sola, il m'appelle, il dit « Reza, viens me voir parce que j'ai envie que tu fasses une photo de... » Il dit « Bon, il y a quelqu'un vraiment magnifique, très bon. Je sais que c'est pas dans le domaine où tu travailles normalement, mais le personnage... c'est de tel que j'ai envie que ce soit avec ton regard qu'on le voit. Plus il parle, plus je suis excité, je me sens un peu enthousiaste de voir qui est le personnage. Et il dit, c'est Azzedine Alaya. Et là, j'ai eu une vraie joie parce que c'était les moments ou les années où on voyait son travail, où il était vraiment dans le sommet de son art et son travail. Et même si ce n'est pas du tout comme Michel Sola, il disait, dans le domaine où j'étais connu pour travailler, parce que je ne faisais pas de fashion ou ce genre de design. Mais quelque part, j'étais très attiré par le personnage dès que j'avais commencé à connaître son travail. En réfléchissant, tout de suite, tout ce qui s'est passé dans ma tête, et après j'ai commencé à élaborer avant de préparer la scène, parce qu'on avait presque la carte blanche de faire ce qu'on a envie de faire pour ce portrait. Je me suis dit, quel est le personnage ? Évidemment, personnage d'origine tunisienne, installé à Paris, et avant tout, c'est un sculpteur. Avant même de devenir de fashion designer, c'est un sculpteur. Donc, la première chose qui m'a attiré dans son travail et qui a attiré, même avant de ce commande, c'est que je voyais plutôt un homme qui est un sculpteur et qui fait des vêtements comme la deuxième peau sur les femmes. Et que ces vêtements étaient comme si c'est vraiment taillés pour compléter un sculpteur. Plus je regardais son travail, je voyais qu'il y a une précision presque architecturale dans son travail. C'est que c'est pas un vêtement fait pour toutes les femmes. Chaque femme avait ses vêtements qui allaient seulement pour elle et pas pour d'autres. Et ça, c'était une autre précision importante dans son travail. Donc, j'ai voulu aller, j'ai demandé d'aller dans son atelier, de passer un peu du temps de loin, de regarder sans faire la photo. Parce que je voulais garder cette force de la photographier
pour l'idée que j'aurais. J'avais pas une idée de comment je vais la photographier, mais je voulais pas non plus de faire un reportage photographique, parce que l'idée c'est faire le portrait de façon où je vais établir le sujet. Donc il a accepté et j'ai passé un jour dans son atelier en regardant. J'étais assis d'un côté. Ce que j'avais dit, je ne vais pas faire des photos, je vais bouger. Il m'a accueilli vraiment très chaleureusement. On a bu du thé ensemble. Après, c'était de petits gâteaux, je me souviens. Et il avait vu mon travail. Il a posé pas mal de questions sur mes voyages, sur le travail que j'avais fait en Afghanistan, au Moyen-Orient. Et d'autres, il a posé des questions sur l'Iran. Donc, je voyais aussi que c'est quelqu'un assez intéressé par tout ce qui est tout le monde. Et surtout, quand il a su que je suis architecte de formation, ça lui a vraiment, je me souviens très bien, a eu un éclat dans son regard en disant, on fait la même chose. Et c'était vraiment très touchant, ça. Et après, il m'a dit, mais comment vous voulez me photographier? Je dis, je ne sais pas. Je vais vous regarder et je vais vous dire. Donc, quand j'ai regardé son travail, là, j'ai vu aussi que chaque trait de vêtement, il est à côté de l'artisan dans son atelier. Des fois, même, c'est lui qui prenait les ciseaux. Des fois, il était constamment pris dans l'élaboration de cette œuvre. Vraiment, j'avais l'impression de voir un peintre, un sculpteur qui fait un travail minimaliste aussi, très précis et minimaliste. Parce que je voyais, une fois qu'il avait mis, il passait beaucoup de temps à regarder, à tourner autour de voir comment c'est, de se baisser, de se lever, Et après, il y avait toujours présent son petit chien qui tournait autour de lui. C'était très, très émouvant aussi, cette relation que lui, il avait avec son chien. Tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et au bout de quelques heures que j'avais passées dans son atelier, je dis, merci beaucoup, je m'en vais. Il m'a dit, alors, tu sais comment photographier? J'ai dit non, je ne sais pas encore. En sortant de chez lui, je me suis dirigé vers la Seine. Je ne sais pas, quelque part, j'avais envie de voir l'eau. J'avais envie d'être calme, de réfléchir. J'ai passé un peu du temps à marcher marcher au bord de la Seine, autour de la rivière, en regardant. Et en marchant petit à petit, je me suis trouvé près de Louvre. Donc je dis, tant mieux, super, parce que dans ces années-là, Louvre, c'était un mes lieux sacrés, un des lieux où je passais beaucoup de temps, de voir les œuvres des grands maîtres de peinture, de sculpture, et de passer des heures et des heures, de regarder des fois une seule peinture, pour voir comment la lumière est faite, parce que c'est les grands maîtres pour nous, pour les photographes. Et toujours en ma tête que je viens de sortir de chez Alaïa, et comment je vais la photographier. Et à ce moment, je me suis dit, je vais complètement réduire tout ce que j'ai vu de lui en quelques mots. Donc, le premier mot qui m'est venu, c'était le mot sculpteur. Le deuxième mot qui est venu, c'était femme parfaite. Parce que c'est ce qu'elle fait, de Tina Turner à Naomi Campbell. Elle cherchait des femmes qui étaient vraiment quelque part dans leur domaine, représentant de quelque chose d'important pour les femmes, et il les habillait parfaitement, de même façon. Donc, en réfléchissant à ces quelques mots,
d'un seul coup, c'est comme c'était le Eureka. J'ai eu le grande vision, voilà, j'ai eu la grande vision. Je dis, ça y est, c'est le Vénus. Lui, il fait les Vénus modernes. Donc, il faut que je la photographie à côté de Vénus. Évidemment, je vais voir les gens de Louvre en disant, voilà, est-ce que c'est possible de... Ils disent, mais c'est impossible, monsieur, c'est pas possible. Non. Et en réfléchissant, je pose la question, mais ça doit exister des moulages, de copies de cette statue. Oui, on a des copies de statues dans l'atelier de moulage. Est-ce que je peux aller visiter? Il faut prendre rendez-vous. Donc je prends rendez-vous avec l'atelier de moulage de Louvre, et là je me trouve aussi devant un atelier inimaginable, des dizaines de gens qui travaillent d'une façon incroyable et qui font les moulages ou la restriction de certaines statues. Et je demande, est-ce que vous avez une copie de Vénus? Ils disent, oui, on a une copie. Est-ce que je peux l'avoir? Vous pouvez l'avoir, il faut le louer. Je dis ok. Donc je retourne à l'agence et je demande à l'assistant qui travaillait avec moi à l'agence pour cette histoire, de trouver un studio assez grand pour qu'on puisse emmener une statue de Vénus, louer. D'ailleurs, c'était très cher pour la journée. Je me souviens de location de statue. Ensuite, c'était trouver le temps qui lui convient. Donc, tout ça, ça nous a pris presque 2 semaines avant qu'on trouve le studio, qu'on a le moyen de louer la Vénus et emmener que le temps de Azzedine aussi soit... correspondent. Finalement, au bout de 2 semaines, voilà, je me trouve... Et lui, il ne sait pas comment je vais la photographier. Donc, il arrive. Avant de venir, j'appelle son assistant, je dis, demandez à Azzedine de venir avec son chien. Il était tellement touché de voir ça que j'ai demandé qu'il vienne avec son chien. Parce qu'il m'a dit, ah mais Reza, moi j'avais cru que... vous ne voulez pas du tout mon chien, et d'ailleurs j'étais très triste, mais mon assistant m'a dit non Reza, il demande que vous veniez avec votre chien. Et pourquoi vous m'avez demandé avec mon chien? Je dis parce que comment dirais-je, pour moi, quand j'ai vu votre lien avec lui, c'était comme quelque chose de très touchant, et j'avais envie que vous soyez avec lui parce que il va y avoir dans votre regard quelque chose beaucoup plus doux, magnifique. Il me regarde, il dit, mais vraiment, je comprends pourquoi tu es devenu Reza. Ça, je me souviens toujours de cette phrase. Et après, on est encore au bureau de studio. On n'est pas rentré dans le studio. Et je lui ai dit, devine comment je vais te photographier. Il me regarde, il dit, je ne sais pas, comment tu vas le faire? Je dis, c'est le sculpture et la femme parfaite. Il me regarde, dit Vénus. Vraiment, j'ai eu larmes aux yeux quand à peine j'ai dit Vénus. Et après, j'ai dit, rentre. Et là, il a vu le Vénus. C'était un moment vraiment... malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas tous ces téléphones mobiles et le making-of qu'aujourd'hui, on fait toute sa scène. Imaginez que toute cette scène, à un moment, était filmée et on pourrait voir son regard quand il a vu le Vénus.
Ça a eu un moment de silence total, vraiment qui a duré quelques minutes. Je sais que lui, il s'est mis devant le Vénus et en regardant avec son chien, et moi je me suis retiré qu'il regarde ça. Au bout de quelques minutes, il se tourne vers moi et dit: Tu sais, Reza, j'avais jamais passé autant devant cette statue. Et je le comprends maintenant. Pourquoi c'est la femme parfaite. C'était assez touchant. Après, le vrai problème qui s'est posé, c'était la taille. Azzadine était de petite taille. Et Vénus était de très grande. Donc même quand je le regardais, il était de devant regardant, il était comme ça, je ne pourrais pas photographier. Je voulais de créer une vraie liane entre lui et la statue. Le seul moyen, c'était de trouver un grand tabouret et qui monte sur le tabouret. Le problème, c'est que le tabouret qu'on a trouvé, c'était assez petit et on avait peur qu'il tombe. Donc on a mis un peu du temps de trouver la place de tabouret et de l'aider pour qu'il puisse monter, et avec surtout son chien. Donc la photo, je l'ai fait assez dangereusement. Je me disais, mais même ça, je dois quand même avoir dans ma tête que c'est dangereux, il peut tomber, il faut avoir quelque chose, il faut le faire assez vite. Et, malgré ça, tout est bien passé. Il s'est bien tenu, le tabouret s'est bien tenu, le chien était parfait, il n'a pas voulu de faire des grands mouvements. Et à un moment, je lui ai dit, faites un mouvement avec les mains. Vous êtes avec la statue, vous faites. Sans que je lui demande, il a mis la main comme ça, en appuyant sur l'épaule de Vénus, et c'était la photo, avec une seule lumière et un réflecteur que j'ai fait. D'ailleurs, c'était un photographe, un texte, et c'est tout. Et ils avaient tellement aimé mon travail que j'ai dû faire 2 portraits de... J'étais très fier de ça, il a beaucoup aimé. Ensuite, je fais un grand tirage, je suis allé le voir, avant même qu'il soit apparu dans Paris Match, j'ai voulu qu'il le voie. Il a beaucoup aimé et adoré. Il a dit, si tu étais une femme, je te ferais un vêtement. Ça, c'était magnifique. Il y a quelque chose à dire sur Alaya qui est assez important, je pense, et qui est quelque chose que les gens peut-être ne comprennent pas toujours, c'est que c'est vraiment un couturier. Camille Liu, styliste spécialisée dans la maille. Et ce que ça veut dire un couturier, c'est quelqu'un qui, en fait, passe... je pense que la compréhension des gens de ce mot, c'est ils voient quelqu'un qui est un peu mannequin, qui dessine, mais vraiment d'être couturier, ça veut dire être extrêmement proche du tissu, des volumes, de la construction. C'est un travail hyper laborieux. Et c'est vraiment un travail dans le temps, non seulement dans le temps que va prendre un vêtement, mais surtout dans toute une vie d'apprentissage. Et Alaya, c'était vraiment ça. C'est vraiment le fait que c'était un couturier. En fait, c'est beaucoup moins répandu que ce que l'on croit dans le milieu de la mode. Il y a beaucoup plus de designers ou de directeurs créatifs, disons, dans la mode que de couturiers qui sont du coup devenus des marques. Bien sûr, ça s'appliquait à un Christian Dior ou un Cristobal Balenciaga, mais dans l'époque Alaya, c'est vrai que c'était quand même assez unique. C'était une dédication à cet apprentissage en fait qui en fait son œuvre. Alors Alaya, il est né en Tunisie dans un village qui s'appelle Tiliana, d'une famille agricole. Et il a été élevé principalement par ses grands-parents. Ensuite, il a fait les beaux-arts à Tunis. Et il est arrivé à Paris, je crois, en 56. Il avait commencé en travaillant chez Christian Dior. Je crois qu'il a été en fait victime de racisme quand il est arrivé et que du coup ça a écourté son contrat. Il est parti assez rapidement après son arrivée.
Ensuite, il a été formé dans la couture chez Guy Laroche. Et vraiment, en fait, Alaya, quand il est arrivé à Paris, il a tout de suite trouvé ses marques à travers les personnes qu'il rencontrait. Et il a créé beaucoup de liens avec différentes femmes pour qui il s'est retrouvé à faire des vêtements. Je pense qu'il y a beaucoup de facettes, en fait, avec son rapport à la femme et à la féminité. En fait, déjà, le premier, juste dans le tangible, et qui peut-être venait aussi du fait qu'il avait fait des études de sculpture et du coup d'art appliqué, c'est il savait voir, il savait regarder. Et il était, quand on entend parler, en fait, il y a vraiment toutes ces étapes dans la fabrication d'un vêtement qui se passent principalement dans un atelier, mais pour lui, le plus important, c'était le moment où du coup le vêtement arrivait sur une mannequin, une vraie personne, ou alors sur une cliente. Et c'était là qu'il faisait des essayages jusqu'au moment où il trouvait que c'était parfait. Et, euh, et du coup, Alaya, c'était quelqu'un qui avait cette conscience de la réalité de la femme déjà dans le matériel, enfin dans le physique. Et pour lui, c'était vraiment non seulement un apprentissage dans le faire et dans son art, mais c'était aussi l'apprentissage d'une nouvelle culture qu'il a vraiment cultivée pendant tout son temps à Paris. Et après, ben, c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, du coup, femmes. Il avait une relation presque paternelle à Naomi Campbell. Il avait des relations de mentor, peut-être à des personnes avec qui il travaillait, des femmes avec qui il travaillait dans son atelier, des relations c'était un frère à sa sœur qu'il adorait. Un de ses autres impacts, enfin, sur l'histoire de la femme, presque, ça a été le fait que c'était presque lui qui a inventé le super modèle, le mannequin vraiment avec cette identité-là. Et vraiment, je pense que ça vient du fait que Asdin, c'était quelqu'un et j'ai l'impression que c'était vrai de toutes ses relations, même avec ses amis artistes, quand il collaborait avec des photographes, type Peter Lindbergh, par exemple, où, en fait, il imposait pas une vision et il imposait pas la vision de la marque. En fait, il laissait beaucoup d'espace aux gens, aux artistes pour qu'ils s'expriment. Et en fait, ce moment où le super modèle a été inventé, enfin, a été créé dans un sens, c'était un moment où, enfin, quand on regarde les défilés d'Alaya, les femmes, elles sont vraiment, euh, elles s'expriment toutes dans leur côté un peu unique et singulier. Elles sourient, elles marchent d'une certaine manière. Enfin, c'était pas quelqu'un qui, du coup, voulait que la femme soit un, un espèce enfin, un saint. Une des choses qu'on remarque beaucoup dans le travail d'Alaya, c'est son travail des volumes, en fait. Enfin, que ce soit très proche du corps à travers la maille ou que ce soit plus loin avec des robes vraiment sculpturales. Et en fait, ça passe vraiment par une compréhension de la construction et du corps de la femme. Donc, ça passe par des pinces, par le côté sculptural qui est choisi par ses matériaux, notamment le cuir qu'il a vraiment su. Je pense que c'était son côté un peu sculpteur de vouloir rendre ce matériau qui est vraiment très rigide et qui en fait résiste un peu à l'idée de se modeler autour du corps et en fait de le rendre modulable à ce point-là pour que ce soit vraiment quelque chose qui souligne la sensualité des formes de la femme. Et même par rapport, du coup, au knitwear, parce que moi, je suis assez sensible à ça, vu que je travaille dans la maille. Vraiment, Alaya, techniquement, en fait, il a aussi poussé beaucoup de techniques euh, qui ont rendu possible tous ces volumes et toutes ces silhouettes qui étaient du coup très, très aiguisées au niveau de la forme. Mais en fait, on se rend pas compte que c'était des choses très, très uniques et qu'il a développées et qu'en fait, il y a des machines qui sont extrêmement spécifiques à son knitwear à lui, par exemple, pour créer ces choses-là, et ça défie presque les lois de ce médium, en fait. Et c'est ça ce qu'il a fait pour beaucoup des matières. Ça paraît simple, mais en fait, enfin, c'est une énorme complexité de construction derrière, et ça passait par ouais, vraiment un raffinement des techniques jusqu'à presque transcender le tissu, quoi. Et du coup, ça occupait vraiment une place qui était euh, qui était assez grande par rapport à ses créations, en fait. Il voyait pas l'un sans l'autre, hein. Son influence tunisienne,
elle s'est reflétée dans beaucoup de choses, notamment le côté très convivial. Il faisait des repas qui en fait étaient le fait qu'il y avait 20 couverts à table et plus encore si les gens venaient toquer à la porte. Il y avait des gens de tous les âges, de différentes familles. Et pour lui, c'était vraiment cet aspect de convivialité qui créait beaucoup de discussions, qui nourrissait sa vie et du coup son œuvre. Le fait d'avoir du coup toutes ces personnes autour de lui qui étaient des collaborateurs, des mannequins, des artistes, des gens avec qui il travaillait. Enfin, il n'y avait pas d'hierarchie, c'était vraiment ce côté de tout le monde est le bienvenu et c'était lui qui servait la nourriture, donc il n'y avait pas vraiment, enfin, c'était. Et je pense qu'une autre chose qui définit beaucoup Alaya, c'était le fait que vu que peut-être en fait, enfin, c'était qu'il avait beaucoup de courage dans sa vision et dans ses valeurs et en fait le fait qu'il s'est jamais senti de se compromettre à aucun moment et que en fait dans la mode le temps est vraiment une entité qui est assez particulière et il y a le côté des saisons, il y a le fait que les choses bougent très vite hein, et qu'il faut toujours se renouveler. Et Alaya, c'est vrai que par rapport aux autres couturiers, c'était quelqu'un qui vivait hors du temps. Déjà, ses créations, elles étaient très intemporelles hein, parce qu'il travaillait vraiment vers l'idée de la beauté avec un B capital qui du coup vraiment existe en dehors du temps. Je pense que les gens, quand ils pensent à l'AIA, peut-être qu'ils pensent en premier, du coup, l'époque un peu Grace Jones, un peu l'époque où, du coup, il avait fait, je crois que c'était l'été 86, où, du coup, il avait fait des robes bandage qui étaient un peu inspirées de la culture égyptienne. Et justement, beaucoup de ces robes étaient en maille hein, et c'était des techniques assez particulières, ouais, vraiment une nouvelle manière de voir la maille aussi parce que la maille, souvent, c'est les pulls, c'est les cardigans, mais là, vraiment, c'était de l'evening wear et c'était la maille pas du tout loin du corps où c'était vraiment le sublimer la femme et vraiment utiliser le côté vraiment très sensuel de la maille qui épouse le corps de cette manière-là. Et aussi, je pense que dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est vraiment la gestion du noir, qui était vraiment assez propre à Alaya. Euh, ça peut paraître bête à dire, mais vraiment, le noir, c'est une couleur à part entière. Et la qualité du noir chez Alaya, elle est quand même assez singulière dans toute son œuvre. Et même ce côté de jeu entre le côté mat du tailoring et ensuite le côté plus brillant qui reflète la lumière d'une manière très subtile. Donc c'est vraiment cet aspect sculpture sur la femme, quoi. Alaya, je pense qu'il a amené la partie lifestyle à la mode. Et en fait, je pense que la mode, du coup, aime maintenant s'en servir aussi pour montrer que du coup, une marque peut être nourrie de différents ambassadeurs, de différents points de vue, de femmes, d'artistes, ouais, et de vraiment d'avoir cette espèce de melting pot qui du coup, de personnes qui définissent la marque. Hein. Et ça, c'était quelque chose que Alaya faisait de manière extrêmement naturelle, justement avec ses dîners, avec ses relations clientes, le fait que c'était souvent des amis proches, comme par exemple André Putman qui faisait ses boutiques ou Mark Newson ou Julian Schnabel. Enfin, c'était vraiment cette idée que enfin, que la mode s'étend plus loin que juste les vêtements, en fait. Depuis sa mort, il y a beaucoup de choses qui restent. Forcément, il y a la marque qui perdure encore. Et c'est assez beau de voir comment Peter Mullier se sert encore non seulement des codes, mais justement de plein de facettes du lifestyle d'Alaya. Enfin, il y a toujours ce qui s'appelle la table d'Alaya, où du coup, ils font plus des espèces d'events de marketing où du coup il y a ces invitations à différentes personnes mais qui sont du coup rassemblées autour de la nourriture et ça
Enfin, il y a plein d'aspects comme ça qui ont été gardés et forcément l'identité visuelle de la marque. Il y a aussi du coup le lieu d'exposition rue de la Verrerie avec les expositions curated par Olivier Saillard qui sont vraiment exceptionnelles et qui du coup permettent aux gens de toujours avoir une compréhension de qui était Asdin. Et après, son esthétique et son dévouement à la beauté, enfin le fait que vraiment ce travail-là a été sans égal depuis et c'était un savoir-faire, c'était une esthétique, c'était un groupe d'amis et de collaborateurs. Et je pense que ce qui reste aussi, c'est l'influence qu'il a eu sur toutes ces personnes-là. Merci d'avoir écouté Sans un visage, un podcast sur une idée originale de Rachel Degati et Reza. Réalisé et mixé par Emma Sednami. La musique est signée Sinan Botoy. Si la photographie vous a plu, vous pouvez la retrouver sur notre site web studioreza.com et ainsi soutenir le podcast.